Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez. Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait? Et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu, l'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kara gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. C'est à l'aise, mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière.
c'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? C'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. I am definitely glad to be here, and I'm here to talk about something that is so important to us. This is a very serious threat to the continuing existence of our nation. And I don't get much more important than that. So as Americans, you'll find yourselves completely at odds with and deeply concerned by the agenda for the 21st century.
And it's called that by the United Nations. That's why it's Agenda 21. It's the agenda for the 21st century. It's called that by the United Nations and by the world, all 179 nations that signed on to it. It is a blueprint. It is the action plan to inventory and control all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all information, and all human beings in the world. Doesn't get much more comprehensive than that, does it? So it's a transition from representative government to government by unelected boards and commissions. It's the erasure of jurisdictional boundaries. And you find that you will lose your property rights, your private property rights, and of course you want to remember your body is your most important private property. Amen. Loss of sovereignty, and ultimately, of course, your loss of freedom. So, of course, you're going to be concerned about this, not just as Tennesseans and not just as Americans, but as citizens and human beings in the world. United Nations Agenda 21 Sustainable Development was signed on to by 179 nations in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. George H.W. Bush committed the United States to implementing sustainable development principles, and it has been supported by every president ever since. It's a global plan, but it is implemented locally. So United Nations Agenda 21 Sustainable Development is the biggest public relations scam in the history of the world. And I wish I was exaggerating, but I'm not. It is actually far more than that. The agenda for the 21st century is a recipe for destruction that enables and justifies monitoring and metering and restricting our energy and water usage. You'll see that as smart meters. Instituting a carbon tax on industry, sinking our economy, exhausting our military with endless war, diagnosing a huge portion of our population with mental illness and drugging us, revamping the school system by inserting sustainable development principles into every course, from kindergarten all the way through to postgraduate school. It declares our public lands off limits to humans, changes every land use document in the nation to require high-density development, high-density housing in city centers to more easily monitor and control us. It allows for warrantless searches and domestic surveillance. We have been identified as enemy combatants in our own country. We have seen the redefinition of torture. If an enemy was trying to destroy us, it couldn't do a better job. This is the erection of a corporatocracy, a total global totalitarian state, and it is happening now. C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Comment payer son essence vraiment moins cher? À Valence dans la Drôme, Michael a trouvé une solution surprenante, mais illégale. Ça vous paraît normal que ce soit interdit? Non, pas du tout. Surtout que là, écologiquement, ça a servi une fois dans les friteuses, ça sert une fois dans la voiture, donc c'est que du bonheur. Nous avons réalisé cette carte, la carte inédite de vente de pesticides dangereux en France. Nous l'avons conçue grâce aux données confidentielles des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie auxquelles nous avons eu accès. On y découvre, département par département, l'utilisation des pesticides classés cancérigènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs hormonaux ou neurotoxiques. Plus c'est foncé, plus les départements sont exposés.